Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le webinaire Bureaux locaux sur le thème de l'avenir du commerce de centre-ville. Donc 11h30, on essaie toujours d'avoir des webinaires qui durent 45 minutes, donc vous serez avec nous jusqu'à 12h15, 12h30 maximum. Aujourd'hui, donc, j'ai deux invités de marque, donc Karine Sanouillet et Maxime Forgeot, qui sont deux grands experts du retail. Je suis très heureuse donc de vous présenter, ou plutôt je vais les laisser se présenter. Donc Karine Sanouillet, vous êtes dans le retail depuis très longtemps, Karine, alors dites-nous quelques mots. Voilà, moi je suis directrice marketing au sein de Velvet Consulting, qui est un cabinet qui accompagne de nombreuses enseignes sur leur transformation omnicanal, de façon à faire évoluer l'expérience client et consommateur de ces enseignes. Voilà, et moi j'ai un parcours dans la grande distribution et dans la distribution avec un regard particulier sur l'évolution des consommateurs, et on va en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Et nous avons également Maxime Forgeot, qui est le président fondateur de FNA Asset et Management. Maxime. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi j'ai créé FNA Asset Management il y a un peu plus de 4 ans maintenant, qui est un asset manager dédié à l'immobilier de commerce. Et donc notre objectif, c'est d'accompagner des investisseurs, généralement professionnels, dans leur stratégie d'investissement en immobilier de commerce. Et donc ça nécessite bien entendu d'essayer de comprendre les mutations qui sont à l'œuvre dans ce secteur et auprès des enseignes et de leur façon de distribuer. Merci Maxime, et je dis bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Vous êtes très nombreux aujourd'hui parce que nous avons 450 inscrits et je vois que nous avons toute la France, donc Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux. Encore une fois, merci d'être avec nous. Donc moi, je suis Sophie Desmazières, donc la présidente fondatrice de Bureaux locaux. Donc Bureaux locaux, c'est, vous le savez tous pour la plupart, la plateforme spécialiste de l'immobilier, donc de bureaux, de commerce et d'entrepôts partout en France. Donc, Bureaux locaux vous permet en fait très rapidement de trouver toute l'offre disponible à la location ou à la vente pour votre entreprise ou pour votre commerce, mais également vous permet d'identifier donc l'agent immobilier le plus adapté pour lui confier votre mandat de commercialisation si vous le souhaitez. Et donc, Bureaux locaux, nous avons créé Bureaux locaux il y a maintenant 12 ans, et c'est une entreprise familiale d'une vingtaine de personnes. Donc, quelques chiffres. Donc, à propos de Bureaux locaux, on est un outil de travail essentiel des professionnels de la transaction en immobilier, donc d'entreprise et de commerce. Aujourd'hui, il y a 425 000 visites mensuelles sur la plateforme, 55 000 annonces qui sont en ligne. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a également les transactions qui sont publiées par 20 à 30% des commercialisateurs présents sur Bureaux locaux. Ces transactions récentes vous permettent d'avoir la vision de ce qui a été récemment transacté, vous donne une idée des prix en bureau, commerce et entrepôt. Un petit zoom sur le commerce, sur Bureaux locaux. Vous ne le savez pas tous parce que notre nom ne l'indique pas, mais Bureaux locaux, en fait, est un acteur important sur le commerce. On a plus de 10 000 offres qui sont en ligne. Ça a augmenté de 25% depuis 1 an. Donc, ces offres disponibles location ou vente, elles sont aujourd'hui pour les 2/3 de la location et pour un gros tiers de la vente, dont les fonds de commerce qui sont aujourd'hui accueillis. Ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, vous pouvez mettre des fonds de commerce sur Bureaux locaux. Ça représente donc la vente à peu près 1/3 donc, des offres qui sont en ligne. Alors, l'immobilier commercial dont on va parler aujourd'hui, donc bien sûr au cœur des interrogations, nous le savons tous. Donc, vous avez le retail park, le centre commercial. Nous, on va surtout parler de pied d'immeuble, puisque c'est vraiment le pied d'immeuble. Et c'est vraiment des surfaces qui sont les plus représentées. Et c'est notre webinaire va surtout traiter donc des pieds d'immeubles qui sont en général sous forme
de beaux commerciaux aujourd'hui sur le marché. Alors, quelques petits chiffres avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque nous voyons, grâce à la plateforme, l'évolution de la demande, l'évolution des villes qui performent et celles qui performent moins bien. On avait sorti juste un petit éclairage sur lequel Karine et Maxime vont réagir, c'est-à-dire que, et c'est un petit zoom Île-de-France, en Île-de-France, en 2020, on a 3 villes qui sont Clichy, Versailles et Vincennes, où les recherches de commerce à l'achat et à la location ont particulièrement augmenté en 2020. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque, Karine, ces chiffres? Oui, d'une manière générale, la période qu'on vient de vivre a accéléré et complètement transformé la manière de vivre et de consommer des consommateurs, avec une vie qui s'est évidemment plus centrée sur le domicile. C'est une tendance qui a été accélérée par cette crise Covid et qui va rester. Donc, il y a une corrélation directe avec ces zones qui sont des zones résidentielles et donc avec des consommateurs qui vont plutôt autour de chez eux parce qu'ils ont de plus en plus d'occasions dans leur journée de télétravail d'aller acheter à côté de chez eux. Voilà. Et pour donner quelques exemples, il y a eu une annonce de Franprix il y a quelques semaines indiquant sa stratégie d'aller sur ces zones. Voilà, donc Franprix, commerce alimentaire de proximité. Et puis dans d'autres domaines, on voit des enseignes comme Decathlon, par exemple, qui sont en train de se rapprocher du centre-ville également et de ces zones parce que c'est là que sont les consommateurs. Oui, tout à fait. Et sur le marché de la transaction, on sait que c'est particulièrement actif dans ces zones-là. Maxime, une réflexion également pour compléter ce que vient de dire Karine? Oui, en fait, je dirais que c'est tout à fait cohérent avec ce que nous, on peut observer sur le marché et dans notre portefeuille. C'est un peu, pour moi, la revanche, si je puis dire, des emplacements de proximité, avec une grosse attractivité sur l'année 2020 et dans le contexte Covid, des emplacements avec une clientèle locale, ce qui veut dire aussi quand on compare, là on est en Île-de-France, donc on se compare un peu à Paris, une dépendance beaucoup moins grande au tourisme. Et c'est sûr que le tourisme, c'est le secteur touché par cette crise Covid. Et donc, j'allais dire, ces résultats sont assez cohérents avec ce à quoi on aurait pu s'attendre, vu ce que nous, on a observé. Et d'ailleurs, pour faire peut-être la transition avec ce qui va suivre, j'allais dire, c'est aussi vrai dans le rapport Paris-Région, puisqu'il y a aussi, d'une certaine manière, en tout cas dans les performances des enseignes, eu un peu une revanche de la région, les villes de région ayant globalement mieux résisté que Paris en 2020, parce que le moteur, quand même, un des gros moteurs de Paris, ça reste le tourisme, et donc les emplacements, en tout cas intramuros, ont beaucoup plus souffert que des emplacements dans des villes de région. Et donc, en effet, ouais, vas-y. Oui, donc du coup, ce que vous avez sous les yeux, c'est une carte de France et un exercice que fait FNA Asset Management chaque année, c'est d'identifier les villes qui sont particulièrement en forme en termes de commerce et les villes où il fait bon investir. Maxime va nous commenter quelques villes et je vous donnerai rendez-vous le 11 juin à 11h30. Vous pouvez le noter, le 11 juin à 11h30, puisque nous rentrerons dans le détail d'un tour de France très complet du commerce, des villes où il y a pas mal de perspectives. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'on peut retenir des villes où il fait bon investir? Si vous avez 3 ou 4 villes à nous commenter, ce seraient lesquelles? Exactement. Donc, du coup, là, c'est le classement 2021. C'est notre deuxième édition qu'on compare à notre classement 2017. Ce que je trouve intéressant, c'est de regarder justement comment se sont comportés et comment ça a évolué entre 2017 et 2021. Quelques villes au comportement intéressant. Marseille, par exemple, une ville qui, dans notre classement, ressort comme une ville un peu difficile, si je puis dire, en commerce par rapport à ce que sa taille ne laisserait le présager. En revanche, c'est une ville qui a très bien évolué depuis 2017, qui pour moi a connu un peu son point bas et qui aujourd'hui connaît une bonne dynamique avec notamment la fin des travaux dans le centre-ville, etc. Et donc un centre-ville qui est en train de se régénérer et donc qui a gagné 5 places. Donc c'est intéressant. À l'inverse, par exemple, dans les villes de taille un peu comparable, c'est vrai qu'une ville comme Lille
peut souffrir un peu plus, avec historiquement un centre-ville qui est très fort, mais toute la partie mass market qui souffre un petit peu plus en ce moment. Du fait notamment de la concurrence de Rallye qui s'est beaucoup développée. On retient aussi l'Arc Ouest toujours, qui est très dynamique avec des villes qui sont toutes très attractives. Rennes, Nantes, La Rochelle, voilà. De manière générale, l'Arc Ouest, c'est un arc qui fonctionne bien et où les villes sont vraiment attractives d'un point de vue commercial. Et enfin, dernier peut-être learning sur le phénomène qu'on a bien vu en 2020 avec le Covid, les villes à proximité de Paris ou à 1 heure de Paris en TGV, où il y a pas mal de gens qui peuvent s'installer de cadres. On remarque que par exemple Orléans a connu une très belle évolution entre 2021 et 2017, ce qu'on peut probablement expliquer par ce phénomène d'installation dans des villes à 1 heure de Paris. Merci Maxime. Alors, comme vous le savez, sur le chat, vous pouvez poser des questions et certains ont déjà posé des questions sur le drive piéton et sur l'essor du drive piéton. Peut-être on l'abordera tout à l'heure parce que Karine va secteur par secteur parler de l'alimentaire. Donc, mais n'hésitez pas à poser ces questions, on essaiera d'y répondre. Donc, Maxime, pour effectivement continuer sur cette perspective, donc le marché de la transaction dans le commerce, eh ben, finalement, il est assez actif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. C'est vrai j'entends beaucoup parler où on lit beaucoup dans la presse un peu de panique, tous les panneaux, les centres-villes, etc., qui se vident. Bon, moi, j'ai tendance à dire oui, bah, évidemment, ça pouvait difficilement être autrement. Quand on vous lie les pieds, c'est difficile de courir un marathon. En revanche, c'est vrai que depuis septembre, on observe une forte dynamique en réalité sur des prises à bail, des reprises de fonds de commerce, etc. Il y a une réelle demande. Et donc, nous, sur les locaux qu'on a pu voir être libérés, finalement, on a à chaque fois de la demande pour pouvoir le reprendre et qui ne s'est pas tari avec le deuxième confinement. Autant le premier confinement a mis un vrai coup d'arrêt, autant le deuxième confinement, ça a été beaucoup moins le cas. Et donc, nous, on a beaucoup de négociations en cours. On n'a jamais eu autant de négociations en cours, de nouveaux baux en cours de signature. Je pense qu'on aura signé notre record de baux sur ce deuxième trimestre 2021. Et donc, voilà, c'est très dynamique. Je pense qu'il y a de l'optimisme quand même sur la reprise qui sera au rendez-vous et donc ce sens de l'opportunité en se disant voilà, c'est le moment d'investir maintenant, on va bénéficier de la reprise et bien évidemment, je veux dire, les fonds de commerce ou les loyers dans certaines zones ont été réévalués à la baisse et donc permettent aussi d'avoir des bonnes opportunités pour s'implanter dans des endroits où ça pouvait être plus difficile 2 ans auparavant. Merci Maxime. Donc effectivement, c'est ce que nous voyons en fait l'activité sur Bureaux Locaux et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à mettre leurs annonces de commerce puisque il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et beaucoup de transactions à venir. Nous avons également des questions sur les études en province, sur les petites villes. On essaiera de vous y répondre. Effectivement, Saintes et Cognac. Est-ce que Maxime, vous avez des chiffres pour des villes de ce type-là ou alors, notre étude, pour l'instant, elle va de la première à la 50e ville en termes de taille. Donc, on est à peu près sur des villes qui font à minima 150 000 personnes dans l'aire urbaine. Donc, malheureusement, là, les 2 villes citées, on ne les a pas couvertes dans notre étude. J'espère que nous serons capables de le faire plus tard. Alors, dans notre webinaire aujourd'hui, on va vous parler tout d'abord de, effectivement, la question qui est sur... qui tracasse tout le monde. Quelle place reste-t-il aujourd'hui pour le commerce physique? On continuera par le nouveau rôle du magasin et les nouvelles caractéristiques des magasins. Nous allons faire un tour d'horizon secteur par secteur et on sera heureux de vous faire. Il y a une question sur effectivement l'habillement et on va vous en parler. On va essayer de rentrer secteur par secteur, essayer de vous dire les grandes tendances et les impacts. Et puis on terminera par des commentaires de quelques concepts qui nous semblent particulièrement innovants et plein de promesses. Alors, donc, Karine, alors la place du commerce physique, bien sûr, elle est dictée par les nouvelles attentes des consommateurs. Oui, alors,
il y a 8 attentes qui drivent les comportements des consommateurs depuis quelques années. Alors, sans les lister toutes, mais le prix, c'est une constante et la période actuelle fait que le prix reste un sujet important pour les consommateurs. Donc, on est quand même sur une vigilance sur les prix de vente des produits, hein, donc, entre prix moyen et croissance du discount. La praticité, ça, c'est un des points montants et j'y reviendrai. L'expérience, la personnalisation. La santé, c'est également un des points qui ressort très fort de cette période. Bien évidemment, c'était une pandémie. L'engagement citoyen et le local, le lien humain et l'utilisation des algorithmes. Donc ça, c'est vraiment les tendances qu'on suit en permanence pour suivre l'évolution des consommateurs. Maintenant, il y en a 3 qui ressortent vraiment très fort à l'issue de ces plus de 12 mois de crise. Donc la première, c'est la praticité. Voilà, et sous praticité, c'est évidemment la praticité des livraisons, la praticité de la commande, la praticité du retrait. Donc on a vraiment une augmentation due aux conditions exceptionnelles que l'on a eues et sur tous les secteurs, d'une croissance ou du développement du retrait en magasin via Click and Collect, du e-commerce, et on y reviendra juste après, et en tout cas de tout ce qui va faciliter la vie de façon très pratique des consommateurs. Donc ça, tendance qui ressort de façon très importante, avec une croissance en moyenne de 30% du canal e-commerce, Click and Collect, etc. La deuxième tendance très importante, c'est évidemment la santé. Donc, on sort d'une pandémie, bien évidemment, tout le monde a en tête, quel que soit le type d'achat, la période qu'on vient de vivre avec ces risques, ce qui a eu pour conséquence de booster dans certains secteurs des types de produits, voilà, donc on y reviendra, mais sur toute la partie équipement de la maison, des enseignes comme la Fnac ont vu leur rayon produits technologiques autour de la santé être réellement boosté. Donc ça, c'est voilà, une attente à suivre en termes de commerce et en termes de contenu des produits vendus. Et puis l'engagement. Voilà, la pandémie a aussi fait prendre conscience aux consommateurs qu'il peut y avoir une vulnérabilité de nos sociétés. Et sous engagement, et c'est important pour votre sujet commerce, il y a l'appétence pour le local. Et donc le local dans tous les sens du terme. Le local, c'est s'approvisionner avec des produits locaux, travailler avec des fabricants locaux. Et c'est aussi, là, on était contraint et forcé de s'approvisionner de façon plus locale que d'habitude, mais du coup, il y a aussi une appétence pour le commerce d'à côté, le commerçant d'à côté, la personne qu'on connaît. Donc ça, c'est un point très important. Sur l'alimentaire, le local ressort quasiment en deuxième sujet après la santé, comme point important à l'issue de cette crise. Donc vraiment, je dirais, les indicateurs sont au vert sur ce sujet, le consommateur et son environnement local. Voilà, les 3 vraiment qui ressortent de cette crise. Juste un qui est permanent et qui sera très transformé, c'est l'expérience. L'expérience du commerce et de l'expérience du consommateur dans ses achats ressort évidemment transformé avec un mix beaucoup plus omnicanal qu'auparavant. Donc ça, c'est un point sur lequel on reviendra, mais qui effectivement va transformer les métiers. Alors, si maintenant on zoome sur l'e-commerce qui évidemment a bénéficié de cette période, je trouvais intéressant néanmoins de faire un focus secteur par secteur, parce qu'on n'est pas du tout au même stade de maturité quand on parle de l'alimentaire ou quand on parle de l'équipement de la maison. Et puis, on n'est pas non plus sur forcément les mêmes perspectives à terme de la place de l'e-commerce. Alors, l'alimentaire, l'alimentation, qui est un secteur poids lourd en termes de chiffre d'affaires et puis en termes de couverture de la population, puisqu'on est sur 100%, c'est 150 milliards d'euros environ, grande distribution plus distribution spécialisée, avec un e-commerce, donc majoritairement quand même drive, c'est-à-dire qu'on englobe sous le vocable e-commerce la livraison à domicile et le drive, mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le drive qui porte 90% de ce chiffre d'affaires e-commerce. Donc, c'est un e-commerce avec une dimension physique et des emplacements physiques
même si on n'y fait plus son shopping en tant que tel dans les rayons, c'est un e-commerce qui est relié à un lieu. Donc le drive, tel qu'on le connaît depuis des années, a bénéficié vraiment de cette période avec un plus 30% environ, qui est en train de s'éroder là maintenant en sortie de crise, mais qui reste quand même très important. Et puis l'émergence du drive piéton, donc il y avait une question sur ce sujet. Et en effet, le drive piéton, alors c'est un concept un peu improbable, puisque drive piéton, voilà, c'est nouveau et c'est assez franco-français. Mais la raison pour laquelle le drive piéton se développe et va se développer très vite, c'est que c'est l'opportunité pour des enseignes qui sont historiquement des enseignes d'hypermarché, qui sont en périphérie majoritairement, voilà, donc c'est Leclerc, c'est Auchan, c'est Carrefour, d'investir des centres-villes dans des zones où elles ne sont pas du tout présentes. Donc, je prends l'exemple de Leclerc. On a vu un développement rapide dans Paris. Leclerc n'est pas dans Paris intramuros. Les drives piétons lui permettent de mettre le pied dans Paris avec des prix qui sont les prix de l'hypermarché, donc très attractifs, et de générer pour lui de l'additionnel complet. Donc, c'est un format d'enseigne qu'on va voir se développer. Auchan a annoncé environ 300 ouvertures. Ça touche vraiment toutes les villes françaises. Récemment, LSA, le magazine de la grande distribution, titrait sur la bataille du drive fait rage à Reims. Donc, on est aussi dans des villes de province de taille moyenne ou moyenne grande. Voilà. Donc, pour l'alimentaire, c'est d'abord le drive. C'est une croissance importante pendant la période, mais qui a tendance à revenir un peu vers le bas. Et c'est un pourcentage, enfin un taux de e-commerce qui reste néanmoins assez faible, puisqu'on est, au sortir de cette crise, à 7 à 8%. Donc, on n'est pas sur ce secteur alimentaire à un poids d'un e-commerce majoritaire, très loin de là. Et pour des raisons de modèle économique d'une part, parce qu'on n'a pas, dans la grande distribution, trouvé le modèle soit totalement automatisé, soit totalement humain, qui rendent la livraison à domicile, ou en tout cas un commerce plus précis, qui rendent ça rentable, et donc à terme un modèle qui puisse se développer. Donc ça, c'est pour l'alimentaire. Donc beaucoup d'opportunités à travers le drive piéton et encore à travers la proxy qui n'a pas fini sa croissance. Alors l'habillement, on est dans un autre cas de figure. Là, la période a été effectivement très propice au commerce en ligne. Néanmoins, on est à environ 15%, donc il reste une belle part pour le commerce physique. Alors l'habillement, on en reparlera, mais c'est un secteur qui, indépendamment du sujet e-commerce, pas e-commerce, est en train de vivre une vraie recomposition avec les sujets RSE notamment, ce qui pose des sujets de modèles complets, de zones de prix, de renouvellement de l'offre. Donc c'est un secteur qui est en mutation depuis longtemps, a une capacité de se développer en e-commerce qui est forte, mais néanmoins, c'est aux alentours de 15%, et il y aura, à l'issue de cette crise, c'est sûr, de nouveaux formats de magasins physiques. Équipement de la maison, donc troisième secteur, là avec une part du e-commerce qui est plus importante et historiquement plus importante. Donc là, on parle de la Fnac, notamment, de boulanger, de tout ce qui concerne l'équipement de la maison, mais aussi de la décoration. Donc une part du e-commerce qui est importante aux environs de 23%. Un secteur qui est en croissance, qui est pas du tout en crise, et un secteur qui a bénéficié dans cette période d'un effet très positif de développement du click and collect. Donc, on parle beaucoup d'Amazon sur ce secteur, évidemment, parce que c'est un de ces secteurs phares. Et néanmoins, ce sont les enseignes comme la Fnac, comme Boulanger, ou en bricolage comme Leroy Merlin ou Castorama, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu avec des systèmes mixtes de shopping en magasin, ou retrait, ou livraison à domicile. Donc, c'est ce secteur qui a des magasins et des dispositifs de retrait ou de livraison qui a le plus bénéficié de la période en termes de e-commerce, avec une croissance très importante, bien plus importante qu'Amazon. Donc, en synthèse, vraiment, c'est important de comprendre la logique secteur par secteur, parce qu'elle n'est pas la même, la trajectoire n'est pas la même.
et les opportunités de développement sont assez différentes, même s'il y a des traits communs, et le retour en centre-ville pour l'alimentation ou des secteurs de l'équipement de la maison est un point commun très important. Merci Karine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique pour le rôle du magasin? Qu'est-ce qui change, Maxime? Oui, alors donc du coup dans la lignée de l'analyse qui vient d'être faite, c'est sûr que le magasin il a un rôle plus large, finalement plus complet que ce qu'il ne pouvait avoir avant. Il doit s'intégrer dans cette nouvelle environnement, je vais dire omnicanal. Et donc du coup, c'est vrai que nous, en tout cas en tant qu'investisseurs immobiliers, maintenant, on regarde vraiment le rôle que peut avoir le magasin dans toutes les dimensions qui viennent d'être citées et qui sont plus ou moins importantes en fonction du secteur, mais qui sont bien là. Et donc, on considère que les magasins de demain, c'est ceux qui répondent au maximum à toutes ces dimensions. Donc, c'est lesquelles ces dimensions? Il y a évidemment toujours la dimension, j'allais dire, première, classique qu'on connaît du magasin, qui est celle du point de vente. Donc, c'est évidemment avant tout un canal de vente. Et donc, ça continue à être le rôle du magasin. Et donc, on regarde la capacité de chacun des magasins à générer des ventes en fonction de son emplacement, en fonction de sa localisation, mais aussi en fonction de l'expérience qui va pouvoir être proposée dans le magasin. Et donc, j'allais dire, évidemment, il y a un enjeu qui est lié à l'enseigne très fort là-dessus, sur comment elle l'aménage, comment elle investit ce magasin, mais il y a aussi l'écrin, à quel point il peut permettre d'offrir une expérience ou pas. C'est vrai que les anciens, les magasins qui étaient purement de l'emplacement, mais finalement assez mal foutus, pas très visibles, bas de plafond, etc., c'est aujourd'hui des locaux qui sont plus délaissés parce que voilà, quand on parle du magasin, il n'a plus uniquement l'enjeu de l'emplacement. Et d'ailleurs, c'est pour cet deuxième enjeu qui est l'enjeu image, communication et donc recrutement aussi, du coup, finalement, recrutement de nouveaux clients, voilà, les enseignes vont être particulièrement vigilantes en disant est-ce que je suis dans le bon environnement, est-ce que je suis à côté des bonnes personnes, déjà pour faire comprendre qui je suis, donc créer l'interrogation, la volonté d'apprendre à me connaître des consommateurs. Et dans ce monde omnicanal, il y a aussi quand même un enjeu qui est celui de dire que en online, il y a évidemment de gros atouts. Il y a aussi une pression concurrentielle massive. Alors, ça dépend des secteurs, là encore, mais dans des secteurs dont on parlait, comme l'habillement, par exemple, il y a une pression concurrentielle extrêmement forte avec des sites e-commerce qui s'ouvrent tous les jours. Il y en a 20 000 en France par an. Et donc, du coup, voilà, le physique, le magasin, c'est aussi une façon d'aller recruter des nouveaux clients qui, quand bien même ils n'achèteraient pas dans le magasin le jour où ils nous ont vus, pourront aller racheter en ligne derrière, mais en tout cas, c'est une façon aussi de se faire connaître et de faire finalement potentiellement parfois plus facilement comprendre qui on est que par une simple bannière web ou une petite vidéo. Donc ça, c'est le deuxième, pour nous, deuxième enjeu. Donc, il faut être dans des endroits segmentants où on peut faire comprendre son positionnement. Et ça, c'est important pour nous quand on regarde le magasin et l'acquisition d'un magasin. On a ensuite, le critère de la rentabilité, qui n'est pas forcément toujours le critère qu'on attend, parce que souvent on dit mais le magasin c'est moins rentable que faire online. En réalité, pour avoir parlé avec des enseignes, notamment digital natives, finalement, eux ne font pas forcément la distinction entre les ventes en ligne et les ventes en physique. Ils font la distinction entre les ventes directes et les ventes indirectes. Ça veut dire, en gros, est-ce que je passe par un tiers pour vendre mon produit ou est-ce que je le vends moi en direct? Et donc, eux mettent dans la même catégorie, finalement, les ventes en magasin et les ventes sur leur site, sur leur propre site, et mettent dans la même catégorie, enfin, dans une autre catégorie, du coup, la partie directe, les ventes qu'ils vont faire dans des grands magasins chez des revendeurs, donc Galeries Lafayette ou chez un revendeur, à la Fnac, ou sur Amazon ou sur d'autres plateformes qui sont des places de marché. Donc, finalement, l'enjeu, c'est plutôt direct versus indirect que online, offline. Évidemment, ils font quand même toutes ces analyses croisées, mais voilà, donc du coup, le magasin, ça reste de la vente en direct, dans lequel du coup, on peut obtenir une meilleure rentabilité, parce qu'il n'y a pas un tiers qui intervient et qui forcément prend une commission quand il nous connecte aux consommateurs.
Et enfin, le dernier rôle du magasin, qui est de plus en plus prégnant, on en parle beaucoup, c'est le rôle logistique. Évidemment, voilà, dans un monde omnicanal, l'enjeu logistique, il est majeur. La logistique du dernier kilomètre, on en parle tous les jours. La logistique urbaine, on en parle tous les jours. Et ben, j'ai tendance à dire que le magasin, c'est le point idéal, en tout cas, c'est un point idéal du réseau logistique des enseignes, dans une logique d'avoir une logistique au plus près des consommateurs. Et donc, c'est vrai évidemment pour aussi le click and collect et le draft piéton, qui est en réalité vraiment complètement dans une logique de logistique finalement, et plus logistique que pour le coup d'expérience client. Et donc, du coup, la question, c'est comment ça se traduit physiquement dans les magasins, comment, une fois qu'on s'est dit, voilà, c'est ça les 4 rôles du magasin, les 4 principaux rôles du magasin à l'avenir, comment on le voit physiquement. Donc, du coup, il y a donc du coup cette expérience, un peu ce que je décrivais, c'est faire du beau, avoir une belle hauteur sous plafond, avoir un local qui se voit bien, un local dans lequel qui va être adapté à la façon dont on fait de la vente. Évidemment, là encore, ça va dépendre des secteurs. Si je fais de la beauté, il faut peut-être avoir des endroits où je vais faire du conseil, et donc je vais avoir besoin d'avoir des salons un peu plus privatifs, d'avoir des salles un peu plus isolées, là où ça ne sera pas forcément nécessaire dans d'autres secteurs. Donc ça peut être une façon. Et on se reconnecte quand on voit ces rôles, c'est intéressant, on voit qu'on se reconnecte aux attentes justement dont on parlait au début. Donc l'attente, c'est l'expérience. On doit répondre à cette attente qui est l'expérience. Ensuite, sur la partie image com, c'est vraiment alors pour moi, il y a 2 éléments. Il y a à la fois la beauté, la capacité du magasin, donc la taille de la vitrine, la hauteur sous plafond, etc., à être visible, à faire comprendre son concept depuis dehors, depuis l'extérieur. Ça, c'est un point extrêmement important. Et il y a l'environnement, les voisins, l'environnement, où est-ce que je suis, où est-ce que je me suis positionné, donc comment je me positionne en tant que marque. Je vais dans un univers dans lequel il y a des marques établies, je ne suis pas forcément connu, je me mets à cet endroit-là, j'envoie un message. Et donc ça, évidemment, c'est un des critères qui est important. Ensuite, on a pour la partie rentabilité, donc c'est sur les endroits, le rapport qualité-prix des emplacements. Nous, c'est quelque chose qu'on étudie évidemment sur quels sont les loyers pratiqués versus les performances qui peuvent nous être remontées sur ces endroits-là. Et la capacité à mettre de la technologie aussi dans le magasin. Très physiquement, ça se traduit dans les magasins. J'allais dire, quand on voit les technologies où on peut maintenant potentiellement ne pas passer en caisse parce qu'on sort, voilà, on imagine assez facilement que bientôt il y aura des portiques, on sort et hop, on est débité directement parce qu'on est abonné à tel magasin, type Amazon Go, mais comme d'autres le développent aussi. On comprend que la performance et la rentabilité du magasin, quand ces systèmes-là seront en place, sera bien plus forte parce que, notamment dans les zones à très, très fort trafic, combien de personnes se disent « Ah non, mais là, la queue en caisse, ok, je repose mon produit et je m'en vais, c'est pas possible, je n'attends pas. » Et ça, c'est quand même vraiment de la perte totale pour un magasin et de la performance à aller chercher quand on introduit de la technologie pour éviter ça. Et donc, pour justement le côté pratique, on revient à cet aspect-là, la praticité dans les attentes fortes. Et ensuite, la logistique, c'est vraiment être situé au cœur des bassins de consommation pour être proche des clients, être proche de ses clients. Et d'ailleurs, les marques online, qui sont nées online, le regardent comme ça. Elles vont implanter des magasins dans des endroits où elles vendent déjà finalement beaucoup parce qu'elles savent que le magasin, il va jouer ce rôle logistique important pour elles et qu'il a déjà ce rationnel-là de se dire je vais m'implanter là près de mes consommateurs. Des choses qu'on regardait moins auparavant et là qu'on va de plus en plus regarder avec le développement notamment qu'on voit assez fort des dark stores, c'est l'accessibilité du local, la capacité à avoir pour des livreurs à gérer du flux et du trafic de livraison notamment. Et donc, comment j'ai des camionnettes ou des vélos qui viennent facilement, qui rentrent, qui récupèrent des produits, qui ressortent, etc. C'est pas une question qu'on se posait sur un magasin auparavant et qui maintenant va devenir un vrai sujet pour les magasins de santé. Merci beaucoup, Maxime. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer secteur par secteur sur les grandes tendances. Et tout d'abord, la distribution alimentaire.
Voilà, alors la distribution alimentaire, c'est certainement le secteur qui a, sans le vouloir, mais en tout cas le plus bénéficié des 12 mois qui viennent de passer de crise, tout simplement parce que les restaurants étant fermés ou inaccessibles une bonne partie du temps, évidemment, on s'est tous recentrés sur la maison et on a fait les courses et réappris à cuisiner. Donc, la distribution alimentaire a gagné 6 à 7% en 2020 et continue à être sur des trends très importantes quand c'est un secteur qui était plus ou moins à flat sur les 5-6 dernières années. Donc, ça, c'est pour la photo globale. Après, dans les gros points de transformation, si on se remet quelques années auparavant, dans les années 60 et jusqu'aux années 90, la distribution alimentaire, elle s'est développée beaucoup avec la croissance des hypermarchés. Voilà, et encore dans les années 90, il y avait beaucoup de création de nouveaux hypermarchés et d'extension de mètres carrés. Depuis le début des années 2000, les choses ont changé graduellement et puis à un certain moment, ça accélère. Et là, on vient de vivre un moment qui accélère les choses avec une certaine désaffection des consommateurs pour les très grands formats et pour des sessions de courses qui sont très longues. Là, on est sur le côté pratique. Les gens, en tout cas une certaine catégorie de Français, n'a plus envie de passer une demi-journée dans un hypermarché pour faire les courses le week-end. Et donc, depuis le début des années 2000, on a un désamour lent de ce format au profit d'autres formats. Donc, les formats qui sont gagnants, c'est le supermarché. On n'en parle pas tellement de ce format intermédiaire, mais c'est quand même le format qui bénéficie le plus finalement du passage d'une très grande surface à une surface de taille intermédiaire. Donc, c'est un format qui résiste extrêmement bien et qui est quand même finalement le cœur de l'activité. Et puis, plus récemment, depuis le début des années 2010, on a des formats vraiment de proximité qui ont une très forte croissance. Alors, format de proximité, c'est le secteur proximité, avec deux acteurs principaux qui sont Carrefour et Casino, avec différentes enseignes. Alors Carrefour, c'est toujours brandé Carrefour, et Casino, ça va être Franprix, Petit Casino ou certains formats Monoprix. Donc là, on est sur une croissance selon les périodes qui est régulièrement à plus de 5% sur les dernières années. Il y a pu y avoir même des embouteillages sur des zones pour ces formats de commerce de proximité. Et ça reste un format d'avenir, même s'il y a des périodes plus ou moins importantes en croissance, ça reste vraiment un format d'avenir. Après le drive piéton, on en parlait, donc un format qui est surtout préempté par les trois plus grosses enseignes d'hypermarchés historiques, et c'est logique, elles essayent de reconquérir leur clientèle d'hypermarchés vers des zones de centre-ville, mais en les gardant dans leurs enseignes, ou à l'instar de Leclerc, elles essayent de s'implanter via ces formats dans des zones où elles étaient très peu présentes. Donc là, on a vraiment des programmes qui se comptent par plus de 100 magasins par enseigne. Donc Auchan annonce près de 300, Leclerc a déjà 66 drives piétons, Carrefour est aussi sur un programme de développement. Et aujourd'hui, alors je voyais une question dans le chat qui est est-ce que ça va pas trop de proximité tue la proximité? C'est vrai. Et néanmoins, elles sont dans une logique de prise de part de marché qui fait qu'en termes d'ouverture, à ce stade, c'est une très forte demande et une très forte direction. Et je dirais qu'elles sont en train de se positionner et qu'elles verront après s'il y a eu trop. Mais en tout cas, pour les 4 ou 5 années qui viennent, ce format va avoir une forte croissance et a un intérêt économique. Il y a un modèle. Et enfin, les drives non piétons, donc là, les gros drives plutôt de périphérie de ville ou de zones périurbaines, ça reste un format gagnant. Parce que ça allie à la fois praticité, prix. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est maintenant très établi. Les deux enseignes qui sont les plus positionnées là-dessus, c'est Auchan et Leclerc, et Carrefour est en train de
récupérer le petit retard qui était le sien. Après, dans des sujets qui sont plus de la grande distribution, mais qui sont de l'alimentation, donc c'est les spécialistes. Alors, les enseignes bio, donc Biocoop, notamment Naturalia, etc. Ça reste un domaine en très forte croissance. On est sur des croissances de plus de 10%. On n'est plus dans les plus 20% qu'on a connus jusqu'à 2018, mais on reste quand même sur une croissance à 2 chiffres, avec des programmes d'extension qui sont importants et des enseignes pour certaines qui sont reprises par des groupes de grande distribution, comme Bio C'est Bon, maintenant qui fait partie du giron Carrefour. Donc c'est clair qu'il y aura de l'investissement et il y aura du développement. Et le secteur du bio en France, d'abord il y a des engagements dans le secteur de l'agriculture pour transformer des terres non bio en terres bio. Il y a un programme conséquent, donc ça veut dire qu'il y aura un appel d'air pour ouvrir des magasins bio. Grand Frais, alors qui est vraiment la success story et un peu tout seul sur son créneau de produits frais, grande surface de produits frais. Donc c'est un modèle étonnamment non dupliqué, mais je pense qu'il y aura forcément des initiatives de grandes enseignes ou de nouveaux venus pour ce créneau, parce que, comme je le disais dans les attentes des consommateurs, à la fois le local, la santé, on le vend en poupe depuis plusieurs années, ça s'accélère, et Grand Frais a cette image et cette offre de qualité avec une cuisine faite maison éventuellement. Et voilà, donc ça, c'est un format qui forcément, à un moment ou à un autre, sera dupliqué. Picard, donc très intéressant, Picard surgelé, donc il a aussi bénéficié, comme tout le secteur des surgelés, de la période du confinement, mais qui par ailleurs a un programme de développement très ambitieux. Donc Picard et ses concurrents, c'est une enseigne qu'il faut suivre. Voilà, le produit surgelé de qualité, c'est forte croissance et des stratégies de développement des acteurs. Et puis un plus récemment venu qui est le secteur du vrac, donc enseigne des Baiday, qui est la plus emblématique. Là aussi, à l'instar du bio, c'est une volonté des pouvoirs publics de développer le vrac parce que pas d'emballage, parce que voilà, une consommation responsable. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est encore assez modeste, mais voilà, c'est un secteur à suivre et forcément, il y aura dans les grandes enseignes ou parmi des pure players de nouvelles initiatives qui vont être prises sur ce type de format qui est encouragé encore une fois par les pouvoirs publics et puis de manière plus générale qui est une attente des consommateurs vers une consommation avec un impact positif sur l'environnement. Donc voilà un peu le panorama, un secteur qui est dynamique et qui est en train de se recomposer, mais avec des lignes de force déjà bien établies. Passionnant, Karine. On va accélérer. Voilà, tout petit peu, je suis désolée, parce que c'est absolument passionnant, mais c'était pour qu'on puisse, avec tous ceux qui sont en ligne, essayer de terminer à 12h30. C'est absolument passionnant. Parfait. On fera des webinars. On est maintenant sur la restauration. Et encore Restauration, c'est le pendant de la distribution. Donc, la première a gagné, la seconde a eu plus de difficultés. Évidemment, il y a eu de très grosses difficultés pendant cette crise. Donc, avec un chiffre d'affaires qui, là, ponctuellement, a baissé fortement. Mais bon, c'est ponctuel. On sait très bien tous quelle est la raison. Et une restauration qui va sortir de cette période assez transformée parce qu'elle a dû s'adapter rapidement à des formats click and collect ou livraison à domicile, parce que les nouveaux acteurs de livraison à domicile ont des stratégies très offensives en France, donc c'est les Deliveroo et les autres, parce que il y a eu une inventivité avec une recomposition de ce secteur, avec les nouvelles venues qui ont explosé pendant cette période, qui sont les dark kitchens. Et au final, quand on écoute les restaurateurs, ce qu'ils disent, c'est que certes, la période a été très difficile, mais que ça leur a fait prendre enfin le tournant de la digitalisation pour le meilleur, puisque finalement, ils se sont rendus compte qu'avec ces systèmes, d'une part, ça leur a mis le pied à l'étrier sur
la constitution de bases consommateurs et clients, qui n'avaient pas du tout. Donc, et là, de manière contrainte et forcée, ils ont commencé à se constituer des bases clients, des systèmes qui leur permettent de faire de faire beaucoup plus de tickets par repas. Voilà, j'ai en tête Stéphane Manigold qui racontait que pour Noël, en salle, il pouvait faire maximum 50 repas et qu'il en a fait 180. Donc voilà, et que bien évidemment, il a compris comment refidéliser ses clients. Il s'est constitué une base de contact qui permet de les contacter, de les faire revenir. Donc la restauration, elle a certainement été celle qui a payé le plus cher de la période, mais peut-être aussi celle qui en sortira le plus transformée pour le meilleur. Voilà, donc un contexte très positif dans les semaines qui viennent avec la réouverture progressive des restaurants, donc assez transformés. L'autre secteur qui est très intéressant, c'est le high-tech et l'équipement de la maison. Donc aussi un secteur qui, même s'il a souffert de la concurrence du pur e-commerce, a bénéficié de cette crise, avec des achats tout simplement d'équipements pour le télétravail, avec des achats aussi des envies de décoration de la maison. Donc c'est un secteur qui est assez fort, fortement préempté par le e-commerce, à hauteur de 27% environ en moyenne, mais un secteur qui s'est trouvé contraint également de développer plus vite les formats hybrides click and collect et qui en sort renforcé. Avec par ailleurs beaucoup d'initiatives sur le retour en centre-ville. Et on va juste citer des initiatives que vous avez peut-être en tête, mais qui sont très importantes parce que ça va être des laboratoires. Donc c'est Ikea en centre-ville, à Paris, là, avec l'ouverture à côté de la Samaritaine. Et c'est pour ces enseignes pas seulement un nouveau format et un nombre de mètres carrés plus petit, c'est en fait vraiment des nouveaux concepts parce qu'un Ikea petit, c'est plus exactement un Ikea, même si les produits sont les mêmes. Le modèle du magasin en termes d'offres produits et de conception est totalement différent. Donc vraiment un secteur qui sort également grandi et transformé de cette période et des initiatives en centre-ville qui sont des succès et qui ne vont faire que se renforcer dans les années qui viennent. Et un dernier point important, il y a des initiatives nombreuses qui sont voilà, on parle du mot d'hybridation, mais d'adjoindre à la vente de produits des ventes de services. Alors, il y a la livraison, mais il n'y a pas que la livraison. Et ces enseignes sont vraiment en train de se rendre compte qu'elles peuvent commercialiser des services qui vont soutenir la vente de produits. Donc, Fnac Darty annonçait en février son nouveau plan stratégique qui est constitué notamment d'un pilier autour d'un service payant, d'accompagnement autour de l'équipement technologique de la maison. Donc voilà, donc on a des choses qui sont finalement du chiffre d'affaires additionnel à celui fait par les produits par mètre carré et qui va venir compléter le chiffre d'affaires, même dans des enseignes qui ont une grosse partie du chiffre d'affaires qui se fait en ligne. Donc très intéressant à suivre. Et comme on le disait, ça va supposer des formats de magasins et des dispositifs en magasin un petit peu différents pour vendre du service, accompagner les clients et voilà, et continuer sur cette vague. La mode, alors, secteur en mutation, mais avec des périodes difficiles depuis une quinzaine d'années. Voilà. Plus difficile de dire vers quoi on va, parce que c'est un secteur, comme je le disais tout à l'heure, qui se transforme aussi en amont sur le sourcing des produits, donc les formats et les modèles de commerce, donc entre du commerce très grand public, mais majoritairement fabriqué en Asie, et où on a vraiment des consommateurs aujourd'hui qui sont très vigilants sur le changement, sur les modes d'approvisionnement. Donc, c'est difficile de se prononcer sur où atterrira ce secteur. Néanmoins, là aussi, on note ce que je décrivais sur le high-tech, l'hybridation et l'intégration de services autour de la vente de produits. Donc, c'est le printemps qui annonçait en février vraiment une transformation de sa proposition. Alors, le printemps à Paris, en tout cas, sans étrangers, c'est évident qu'il y a des choses à transformer pour refaire venir la clientèle parisienne.
mais c'est sur un mix produits et services que l'enseigne a décidé d'investir pour refidéliser et développer son chiffre d'affaires sur la mode. Donc, des initiatives très intéressantes, mais vraiment un secteur à suivre pour comprendre où on atterrira. Alors justement, on a pris maintenant la décision de vous présenter donc quelques enseignes qui nous semblent particulièrement intéressantes. Alors, dans la mode, Maxime a choisi Monsieur Moustache. Oui, exactement. Donc, en effet, le secteur de la mode et de l'habillement en général, c'est un secteur qui est plutôt en décroissance un peu structurelle depuis une dizaine d'années. Mais c'est important aussi d'avoir en tête qu'il y a des enseignes justement qui savent tirer leur épingle du jeu. Monsieur Moustache, c'est une enseigne, donc ce qu'on appelle DNVB, donc qui est née online. On le disait tout à l'heure, 85% du gâteau reste quand même dans le physique. Donc, ils ont décidé d'aller chercher ces 85% et de pas se limiter finalement aux 15% du marché qui se fait purement online. Je trouve que c'est une enseigne auquel je crois beaucoup parce qu'elle répond justement aux attentes des consommateurs. Ils ont mis en place, je mettais cet exemple de ce qu'ils appellent récolte, c'est-à-dire le fait de récupérer les anciens modèles de chaussures, de les recycler pour en faire les semelles des nouveaux modèles. Donc, évidemment, ça s'inscrit complètement dans la volonté économie circulaire, respect de l'environnement, réutilisation qui fait partie des attentes fortes des consommateurs et qui, en plus, font partie des choses qui sont un peu reprochées au secteur. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, c'est également une enseigne qui prône le Made in France, Made in Europe. Et donc, du coup, je pense que ça aussi, c'est une attente forte des consommateurs, le fait de faire en local. Une autre enseigne, Lululemon. Voilà, la deuxième enseigne que je trouvais intéressante à suivre, il y en a évidemment plein, mais on a choisi ces deux-là, c'est Lululemon. Donc, c'est une enseigne donc, qui fait du vêtement de sport, principalement pour des sports qu'on va appeler sports doux, type yoga, pilates, mais aussi éventuellement running, etc. Je trouve qu'il y a à la fois ce qui est devenu indispensable presque dans ce secteur, je trouve, de l'habillement, c'est la valeur ajoutée. Et donc, c'est une enseigne qui amène de la valeur ajoutée parce que c'est des vêtements techniques, c'est des vêtements qui se différencient réellement et ont une utilité propre sont, j'allais dire, à haute valeur ajoutée et hautement technique. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, leur façon de se développer en s'appuyant sur une communauté, en faisant des événements physiques, en faisant de l'expérience en dehors du magasin, dans le magasin, et avec vraiment cette approche totalement omnicanal qui est de dire on va suivre nos clients où qu'ils soient dans le magasin ou qu'ils soient sur notre site ou qu'ils soient ailleurs. On suit les magasins le client de bout en bout. Je trouve que l'approche est intéressante. Maxime, une question qui est posée, est-ce que ces deux enseignes se développent en franchise ou avec des succursales propres? Alors, Monsieur Moustache, c'est encore une petite enseigne. Ils ont aujourd'hui, à ma connaissance, d'avoir ils ont 4 boutiques tout en propre. Donc, ils n'ont pas encore ouvert l'ouverture en franchise, mais ça arrivera peut-être. Quant à Lululemon, ils ont aujourd'hui 1 ou 2 boutiques en France. C'est une très grosse société canadienne. Elle est cotée au Canada et c'est une très grosse société. Donc, peut-être qu'ils viendront au développement en franchise, mais ce n'est pas encore le cas à ma connaissance. Merci beaucoup. Les enseignes commentées par Karine, Migros à Zurich. Oui, alors j'ai choisi de passer la frontière. Ça, c'est un concept tout récent, mais il faut vraiment le voir avec. Donc, c'est un concept d'alimentaire qui n'est pas un concept spécifiquement luxueux en termes de positionnement produit, mais alors vraiment avec la carte jouée à fond de l'hybridation avec des produits d'une part, des zones de restauration qui sont très bien faites. Du personnel dans ces zones de restauration. Et puis là, c'est pas illustré, mais aussi des zones de réunion, si vous voulez faire un événement avec vos clients ou vos proches, et jusqu'à une zone musée avec des œuvres exposées au plafond du magasin. Donc ça, je pense que c'est vraiment extrêmement bien fait et que ça doit inspirer de nombreux acteurs. Deuxième enseigne. Et deuxième enseigne,
dans un autre domaine, mais Decathlon. Alors Decathlon, il y a plusieurs choses à en retenir, mais particulièrement l'arrivée de Decathlon en centre-ville. Voilà, là c'est deux exemples. Un magasin à Paris, un magasin en province, et Decathlon avec la capacité de jouer tout ce qui va autour du cycle, notamment qui a été totalement boosté pendant cette période, des ateliers de réparation, donc vraiment la carte centre-ville, produits et services, et puis omnicanalité, parce que bien entendu, le catalogue produits commandables en ligne est plus large que celui qui est présent dans ces magasins, mais on retire ces produits dans ces magasins. Alors, il y a une question sur la taille des enseignes de Decathlon qui sont ouvertes en centre-ville. Et puis, pour la personne qui pose la question, l'enseigne, c'était Migros en Suisse. Donc, Migros, quelle est la taille des Decathlon en centre-ville? Je n'ai pas le chiffre, mais je donnerai ultérieurement, je note la question. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ces commentaires. Ce qu'on voulait maintenant, avant de vous donner un petit mot de la fin, on voulait vous annoncer que Bureaux Locaux va très prochainement, donc en cette année 2021, donner un module de préestimation de valeur locative de commerce en ligne, et que ce module de préestimation va être développé en partenariat avec FNA, qui est représenté ici par Maxime. Donc, ce module de préestimation en ligne qui va donner des valeurs locatives, il fait deux choses. Il donne une fourchette et il indique en fait les commercialisateurs les plus adaptés pour prendre et commercialiser les commerces qui ont été estimés. Donc, c'est une manière tout à fait utile d'avoir une première approche et surtout de se mettre en lien avec les commercialisateurs qui connaissent donc les marchés qui concernent en fait les commerces qui viennent d'être préestimés. Et ça sort en 2021 et je pense que ce sera très utile à tous ceux qui veulent vendre un commerce, cette préestimation. Merci FNA de faire cela avec nous. Alors, un mot de la fin maintenant. Karine, vous avez choisi de parler d'hybridation. Oui, hybridation. Alors, hybridation, c'est dans tous les sens, mais vraiment, je pense que c'est avec ce prisme-là qu'on peut lire ce qui est en train de se passer. Hybridation, c'est omnicanalité, donc commerce physique, commerce en ligne et mix des deux. Et c'est aussi vente de produits, vente de services dans les magasins. Et vraiment, c'est une tendance qui n'est plus une tendance, qui est en train de devenir mainstream dans la plupart des secteurs, de l'alimentaire à la mode. Donc, voilà, le mot de la fin. Et Maxime, connecté? Exactement. Pour moi, le magasin de demain, c'est le magasin connecté et connecté dans tous les sens du terme. Donc, c'est pas uniquement évidemment connecté au sens technologique du terme, mais c'est aussi connecté au sens technologique du terme, au site, etc. Mais c'est aussi connecté aux aspirations, aux attentes des consommateurs, connecté au réseau logistique et au flux logistique de la ville, et puis connecté évidemment au flux des consommateurs qui passent dans la ville. Merci beaucoup. Alors, je vais tous vous donner deux rendez-vous. Le premier, donc 11 juin, 11h30, un tour de France du commerce de centre-ville. Et puis, un autre rendez-vous pour ceux qui font du bureau et de l'entrepôt, qui est le 11 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine à 11h30. On va faire un point avec des experts sur le marché de bureaux et d'entrepôts de Bordeaux, donc avec CBRE et RCG qui vont nous faire un point tout à fait d'actualité sur le marché. Mille merci à tous de nous avoir écoutés. Ce webinaire est en replay. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de le revoir. Et surtout, on va en faire d'autres. Encore une fois, merci d'être là. Ceux qui ne sont pas encore sur Bureaux Locaux, n'hésitez pas à nous appeler. Priscilla est la responsable du commerce chez nous et elle est à votre écoute. Mille merci et à bientôt. Merci Karine et merci Maxime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.